bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Céline Frémaux, bonjour. Bonjour. Ministre du Logement, notamment du gouvernement bruxellois. Alors, je vais vous demander d'abord, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il va y avoir un contrôle qui normalement devait être inopiné, un contrôle conjoint STIB-police. Ça se fait, comme d'habitude, dans les trams, dans les métros et dans les bus. Mais la plateforme citoyenne craint des abus pendant ce genre de contrôle. Pascal Smet signale que cela ne concerne que ceux qui n'ont pas de titre de transport. Je voudrais connaître votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, il faut arrêter la chasse aux sans-papiers. Réaction B, il faut laisser la police faire son travail. Réaction C, c'est la faute de Pascal Smet. Alors, je ne vais pas réagir en fonction des réponses à apporter. Je pense que la police était amenée, il y a maintenant plusieurs années, à renforcer les équipes de la STIB suite à un événement dramatique qui était le décès d'un contrôleur. Que la police fasse son travail dans le cadre du contrôle des titres de transport et de la STIB de façon extrêmement bien ciblée, je n'ai aucun souci. À partir du moment où il y aurait des abus, ou en tout cas que la mission serait dévoyée et que ça conduirait à arrêter les sans-papiers, alors là, j'ai effectivement un souci. Visiblement, Pascal Smet s'est exprimé sur la question, assure que cela ne mène pas à des arrestations arbitraires de sans-papiers. Donc, je pense qu'il est indispensable de clarifier les choses dans les heures qui viennent, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un effet anxiogène pour toute une série de personnes qui prennent les transports en commun, et que cette mission de police qui est à la base est compréhensible par rapport au drame et à ce décès de contrôleur il y a quelques années, constitue à un certain moment un contexte où des abus pourraient s'installer. Alors, évidemment, la réaction C que je mettais, c'est la faute de Pascal Smet. C'est un peu l'ambiance de la semaine dernière et peut-être encore de ce début de semaine, où il y a beaucoup de tensions entre le PS et le SPA, notamment entre des socialistes et Pascal Smet lui-même, sur notre antenne, Rachid Madran, Ahmed Laoueche, Laurette Onkelings ailleurs. Est-ce que vous sentez au sein du gouvernement cette tension entre socialistes? Est-ce qu'il y a un problème Smet au gouvernement? Écoutez, moi je ne suis pas là pour m'occuper des problèmes de famille socialistes, francophones et flamands. Je dirais simplement que la question de la mobilité à Bruxelles a généré toute une série de questionnements, de grandes problématiques. Et donc ça peut, oui, conduire de temps à autre à des tensions. La problématique des tunnels, qui a été examinée à la loupe par le Parlement, on a une démonstration. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir avancer. La question de la mobilité est centrale à Bruxelles. On connaît la multiplication du nombre de chantiers. Les Bruxellois et les autres qui ne comprennent pas toujours grand-chose. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir une vision prospective pour la mobilité à Bruxelles aujourd'hui, mais certainement demain, avec une place plus importante pour les transports en commun, encore et toujours. Est-ce que ça remet en cause Pascal Smet? Moi, je ne suis pas là pour remettre en cause Pascal Smet. Il a une feuille de route, il doit avancer. Et chacun des ministres doit, dans le cadre de ses compétences, faire en sorte que les problématiques qui sont les siennes puissent être résolues, que ce soit en l'occurrence la rénovation des tunnels, la multiplication de nouvelles lignes de transport en commun, l'avancée des lignes de métro bien attendues et bien indispensables à Bruxelles, et puis une coordination qui est indispensable pour moi avec la région wallonne et la région flamande par rapport à la question de la mobilité de façon générale. Le CDH avait d'ailleurs demandé la mise en place d'une conférence de mobilité entre les régions et avec le fédéral. Bien compris que vous ne direz pas un mot sur lui. Alors, on va parler de logement, parce que ça, c'est votre compétence directe. Alors, dans le courant de la semaine, vous avez fait un point sur l'état d'avancement des constructions de logements sociaux à Bruxelles. Et ce qui m'a frappé, c'est le nombre de ménages sur la liste d'attente. Plus de 41 000 ménages à Bruxelles, selon les chiffres de janvier, sont en liste d'attente pour obtenir un logement social. C'est énorme et on n'arrive pas à finalement à résorber ce nombre-là. Alors effectivement, c'est énorme, puisque aujourd'hui le nombre de ménages en attente d'un logement social est supérieur en fait à ce nombre d'habitats qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il faut accélérer la production des logements. Et donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Oui, mais je me suis très clairement exprimée là-dessus maintenant depuis plus d'une année en disant que ça ne sert à rien de faire des effets d'annonce en disant on va construire 5 000 logements en 5 ans. Ce n'est pas possible. On le voit pour différentes raisons. D'abord pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'improvise pas promoteur immobilier, qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été sollicités
publicité, que ce soit la SLRB ou la SFA, qui n'avaient pas les capacités nécessairement à pouvoir mener des projets de cet ordre-là. Ce sont des sociétés publiques, là. Sociétés publiques. Oui. Puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il manquait, et j'y ai pallié, un organe de concertation de l'ensemble de ces opérateurs de logement, et c'est le rôle du Conseil de coordination du logement. Et puis, c'est une question de vision aussi du logement public à Bruxelles. On voit qu'il y a toute une série de retards qui sont pris, qui sont notamment liés à des questions de permis d'urbanisme. Et donc, il faut innover. Et pour innover, on a lancé toute une série de projets pilotes maintenant depuis 2-3 ans qui portent leurs fruits et donc diversifier la vision qui est la nôtre en matière de logement public à Bruxelles. Mais comment on peut faire, par exemple, pour aller plus vite? Parce que j'ai vu que les plans de ministres précédents comme Françoise Dupuy ou Christos Doulkeridis, mais c'était des plans qui n'étaient toujours pas entièrement activés ou entièrement implémentés. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse dire, tiens, le plan Frémaux ou bien les logements Frémaux, ils vont sortir de terre? Mais je vous donne 2 exemples. La première chose, c'est un arrêté que j'ai fait adopter au gouvernement il y a maintenant bientôt 2 ans, qui vise à la reconversion du logement vide. C'est 22 projets qui ont pu être bouclés par le gouvernement, 11 qui sont finalisés. Ça permet d'aller très vite avec des bâtiments qui sont inoccupés et de les transformer en logement public, ce que ne demandent pas mieux non plus les habitants d'un quartier qui se retrouvent confrontés à du logement vide au sein de leur rue. Donc première piste qu'on a accélérée, pour laquelle on a mis des moyens qui permettent déjà d'avoir toute une série de logements et de réalisations déjà concrètes. Je prends le cas notamment à Jette d'une maison de repos. Aujourd'hui, vous avez 32 appartements, un projet de logement intergénérationnel. La deuxième chose, c'est l'accélération de la production à travers ce qu'on appelle les fameux PPP, les partenariats publics-privés. La semaine dernière, j'étais sur le terrain, notamment à Lincoln, où nous avons acquis, avec le Fonds du logement, un projet qui avait déjà un permis d'urbanisme. Ça s'est fait en septembre 2017. Et vous aurez 199 logements qui vont sortir de terre en avril 2019. Donc, une accélération aussi de la production avec ces partenariats publics-privés. C'est près de 239 logements ici sur 3 projets en dehors de celui aussi de Laken. Et ça a tellement bien fonctionné rapidement mais que nous allons reproduire la même chose avec la SLRB, donc Société de logement régional bruxellois, pour aussi initier ces partenariats publics-privés parce que 199 logements, c'est près de 600 personnes qui auront une habitation à Bruxelles. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça va assez vite. Mais 41 000 ménages, comment est-ce que vous allez arriver à résorber ça? Il n'y a pas moyen de résorber ça d'ici la fin, évidemment, de la législature, mais même en plusieurs législatures, comment est-ce qu'on peut trouver... On n'arrivera pas à construire de toute façon un tel nombre. Comment est-ce qu'on peut aussi aller plus vite pour que les gens puissent être logés plus vite? Alors, il y a une diversification des modes de production. Je pense qu'il faut poursuivre la réalisation des plans antérieurs, que ce soit le plan régional du logement, que ce soit l'Alliance Habitat, diversifier, je vous l'ai dit, reconvertir à travers l'achat d'immeubles qui sont vides, les partenariats publics-privés. C'est tout le travail aussi sur une nouvelle manière de concevoir la politique du logement. Ne plus penser uniquement personne, penser famille, penser qualité de vie autour du logement, coordonner les acteurs, se développer aussi d'autres types d'outils qui ont fait leurs preuves, je pense aux agences immobilières sociales. Eh bien, dans quelques semaines, nous fêterons les 20 ans de la législation des agences immobilières sociales. C'est près de 5 000 logements issus d'ailleurs de portefeuilles entre guillemets privés, puis ce sont des propriétaires qui mettent à disposition et qui permettent aussi de désengorger. C'est une mesure très concrète qui est la location loyer portée par le CDH depuis 2004, qui permet aux personnes en attente d'un logement social de bénéficier d'un complément payé par la région. Et donc la première lecture est passée au mois de novembre cette année. Donc je ne crois pas... Vous espérez cette allocation loyer que je ça pense passe qu'elle va permettre, je pense qu'elle va permettre en tout cas de répondre à une partie. Moi, j'ai pas de baguette magique dans le dossier du logement. Je pense que c'est une erreur de penser aujourd'hui qu'il y a une réponse à apporter par rapport aux 41 000 personnes qui sont en attente. Il faut pouvoir diversifier les actions qui sont menées, voir où les leviers sont bons. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de projets pilotes. Et je ne démarre pas de nouvelles politiques sans les avoir testées à travers des projets pilotes, que ce soit notamment le logement vide au-dessus des commerces. Et ça a permis aussi de mettre en place des logements qui n'existaient pas jusqu'à présent, que ce soit le logement intergénérationnel. Donc,
plusieurs outils au bénéfice de ceux qui attendent un logement social. Alors tout à l'heure, vous ne vouliez pas vraiment commenter la situation de Pascal Smet, mais quand même, je vais revenir sur la majorité gouvernementale et sur ce qui se passe au Parlement bruxellois pour l'instant. Il y a plusieurs textes qui ont été en débat, votés, et notamment des textes sur la transparence, sur le décumul. Il y a ce fameux texte sur le décumul intégral, où le CDH va voter pour ce texte. Le CDH a voté pour l'article en demandant qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Oui. Et je pense que c'est important quand on veut à un certain moment avancer en matière de gouvernance et d'éthique, de ne pas laisser à un certain moment d'autres voies non investies. Oui, mais ça veut dire que vous ne voterez pas pour ce texte de manière générale si on n'intègre pas vos articles? Je vais vous répondre autrement. Oui. Nous avons voté pour l'article, nous sommes en faveur du décumul intégral, mais il nous semble logique d'aller plus loin. Il y a deux choses qui sont demandées, c'est extrêmement simple. C'est de garder un lien entre les mandataires locaux et le Parlement bruxellois. Et donc de trouver une forme d'institutionnalisation entre ce qu'on appelle la conférence des bourgmestres et le Parlement, puisque demain, il n'y aura plus de cumul possible. Et donc, on risque d'avoir deux blocs de mandataires locaux. Et le deuxième point, c'est diminuer le nombre d'élus, quelque chose de fondamental pour nous. OK, mais il va y avoir ce vote? Écoutez, c'est dans 10 jours, voilà, et vous voyez quand même que la configuration est un peu compliquée à ce stade-ci, en tout cas sur le plan institutionnel. Vous trouvez que c'est dangereux d'aller jusqu'au bout et de forcer, en fait, ce coup de force pour que le décumul passe, même si deux partis flamands de la majorité n'en veulent pas? Alors, ce que je pense qui est dangereux, c'est qu'on a toujours réussi à avoir une paix institutionnelle à Bruxelles, que ce qui permet aujourd'hui, les règles de double majorité ont préservé d'autres types d'écueils, notamment du Vlaams bloc à l'époque. Donc, je pense qu'il est indispensable d'aborder ce point, d'aller en gouvernement cette semaine pour voir comment les uns et les autres se positionnent et puis voir comment le trajet peut se faire d'ici le vendredi 30 mars. Il reste une dizaine de jours. Il reste du temps aussi pour le CDH de convaincre les autres partenaires d'avancer sur ce lien fort conférence des bourgmestres Parlement et sur la diminution du nombre de mandataires. Et vendredi, quand le VLD a refusé de voter pour la parité en disant nous on veut qu'on enlève la forte dévolution qui existe de la case de tête. Est-ce que le VLD a eu raison? C'est aussi un coin enfoncé. Ne me demandez pas à moi, qui suis une féministe engagée, de demander si le VLD de répondre à la question, de savoir si le VLD a eu raison de ne pas voter ce qu'on appelle communément la tirette. Je pense que la tirette est un mécanisme indispensable. Je l'ai porté à titre personnel sur le plan communal. C'est un échec alors qu'elle soit pas votée. C'est un coup de semonce aujourd'hui qui est envoyé par l'Open VLD à destination des autres en disant voilà ce qui pourrait arriver. Je pense à un certain moment que tout le monde doit se poser la question de savoir où on va et quelles seront les conséquences demain d'un passage en force. Merci Céline Frémaux. Demain, je recevrai François Skepmans, député bourgmestre de Molenbeek. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.